RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Jean-Pierre Kambila, je vais commencer avec vous. Nous venons de faire nous venons de décrire le sujet de façon un peu plus détaillée. Selon vous, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que cette question d'insécurité est essentiellement liée au conflit ethnique, au conflit politique, au non-respect des accords, comme nous l'avons lu incessamment dans notre texte de présentation? Non, moi je pense que les Congolais se trompent beaucoup quand ils mettent le flou dans la définition de l'adversaire. Oui. La guerre, c'est une confrontation entre deux peuples, deux États, ou interne, elle peut être interne, mais la guerre actuelle, elle met en confrontation deux États. Il ne faut pas qu'on se trompe. Quand on met le flou dans la définition de l'adversaire, vous ne savez plus à qui vous attaquez. Le Congo est attaqué par le Rwanda. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Au Rwanda, il y a une idéologie qui a été travaillée depuis très longtemps, depuis Bisengimana jusqu'à aujourd'hui, où les Rwandais se sentant à l'étroit chez eux, se sentant mal nourris par la nature, ils estiment que l'herbe est plus verte chez nous. Ils veulent venir chez nous. Et traverser la frontière. Ils veulent traverser la frontière. Et même pire, ils ne veulent plus traverser la frontière. Ils considèrent que une partie de notre pays leur appartient. Et ils veulent venir prendre cette partie-là. Pour eux, ils disent reprendre. Nous considérons qu'ils veulent venir nous voler cette partie du pays. C'est ça, la définition. Il ne faut pas qu'on se trompe. Si on commence à présenter cette guerre comme étant une guerre entre Congolais, une guerre ethnique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est carrément autre chose. Oui. Mais la question de justement de la définition précise de ce groupe ou de ce conflit, est-ce qu'elle vient de la part du journaliste que je suis ou que nous sommes, ou il faut que le gouvernement lui-même déjà définisse clairement qui est l'auteur de ce conflit? Parce que quelque part on entend dire groupe terroriste M23, quelque part on entend dire le Rwanda. Alors la confusion vient de qui? De journalistes ou des autorités? Moi, je n'entrerai pas dans ce jugement-là. Moi, je me donne un devoir, c'est celui d'éclaircir les choses. Oui. Et en voulant les éclaircir, je suis en train de dire, nous ne sommes pas en face d'un terrorisme musulman ou islamique, ou en face d'un terrorisme de quelque nature que ce soit. Nous sommes dans une situation d'agression avec des buts de guerre bien définis. Le Rwanda conteste les frontières de la conférence de Berlin. Ils veulent remettre ceci en cause. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les Rwandais essayent d'envahir notre pays depuis longtemps. Si Mouzé n'était pas intervenu dans ce combat-là, dans la première tentative, c'était même pas la première, dans une des tentatives, aujourd'hui la situation serait peut-être pas ce qu'elle est. C'est parce que Mouzé, Kabila à l'époque, s'est introduit dans cette guerre pour essayer de donner Il s'agissait déjà d'une agression. Hein, mais bien évidemment. Avec l'AFDL. Bien évidemment. L'AFDL, c'est une autre chose. Le Rwanda, c'est une autre chose. Beaucoup de gens de l'AFDL, ils sont rentrés de bonne foi
en croyant à Mzee Laurent Désiré Kabila, qui était un vieux combattant. Il était normal que les gens croient en lui, pensent qu'il menait une guerre de libération. Et ils sont venus. Bon, mais comme nous ne sommes quand même pas foncièrement bêtes, nous avons le droit d'analyser les choses. Quand on analyse des choses maintenant, on voit très bien que, au fait, Kagame avait son projet. Et d'ailleurs, ça n'avait pas tardé, quelques jours ou quelques semaines, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a quand même quelques années qui sont passées, le président Bizimon, Pasteur Bizimon, qui était président à ce moment-là, avait déjà remis en cause les frontières. Donc, dès ce moment-là, il y avait déjà cette affaire-là. Cette affaire qui se raconte un peu partout par les médias, on va dire internationaux. On parle de ces accords qui ont été signés par le gouvernement et l'ex-NDP qui n'ont pas été respectés par le gouvernement congolais. Et ce groupe qui reprend les armes pour dire qu'ils ne sont pas assez représentés, ils sont marginalisés. Pour vous, c'est un leurre. La vraie problématique, c'est l'agression du Rwanda. Écoutez, moi, je suis congolais. Oui. Et je le serai toujours. Je suis congolais. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, de père et de mère, je suis né dans ce pays. J'aime ce pays, je suis un patriote. Je me bats pour ce pays. Je considère que nous sommes attaqués par un pays étranger. Point barre. Vous êtes d'ailleurs mieux placé pour nous en parler parce que vous aviez occupé des hautes fonctions. Oui, à l'époque, vous avez été diplomate, vous avez fait des tours au Rwanda. Les accords signés en 2009 par le gouvernement congolais, c'était avec le Rwanda ou avec un mouvement rebelle que le gouvernement de l'époque avait signé? Écoutez, ma réponse par rapport à ces accords-là est celle-ci. Il faut que les Congolais se mettent en tête que le refus de mettre en œuvre ces accords-là est un acte héroïque. Mais pourquoi les avoir signés déjà si vous refusez de le mettre en œuvre? Pourquoi les avoir déjà signés à l'époque? Était-ce une erreur politique? Je ne défendrai pas la signature de cet accord parce que je ne l'ai pas signé, je n'ai pas participé à sa confection, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais ma position est claire et nette. Le fait de refuser de mettre en pratique cet accord est un acte héroïque. Parce que quand je lis cet accord, je ne peux pas l'accepter en tant que... Qu'est-ce qui vous dérange dans cet accord, monsieur? Mais tout. Tout. En République du Congo, il y a 400 ethnies. D'après quelle logique on doit dire que ici, il n'y a que cette ethnie-là qui doit être là à autant de pourcents? Selon quelle logique? Selon quelle logique on dit que ces postes-là, un tel nombre de postes doit être réservé à telle ethnie. À ce moment-là, le Congo, le Patrice Lumumba n'existe plus. Le Congo, c'est une nation qui a été voulue par les Congolais. Je ne parle pas du Congo État, fondé par Napoléon, par Léopold II, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle de la nation congolaise, qui est l'œuvre de Patrice Lumumba, de Joseph Kasavubu et des autres, qui était le reflet d'une volonté des jeunes gens de cette époque-là, face à la colonisation, face au fait que l'État congolais existait déjà, et ils ont décidé ensemble que nous voulons être des Congolais ici, sur ce territoire. Et ces gens-là ont posé un certain nombre d'actes qui ont abouti à l'indépendance du 30 juin. Et à ce moment-là, nous avons eu des frontières. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à consolider cette nation qui a été créée sur la... Je viens de le dire, 68. On a commencé à la consolider. Nous sommes dans cette démarche-là jusqu'à aujourd'hui. La nation congolaise n'était pas parfaite. Mais il n'y a pas une ethnie qui va arriver, ou un président étranger qui va arriver pour nous dire « Ah non, 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 cette démarche-là... un dictat extérieur. Voilà. Moi, je ne la veux pas parce qu'il y a telle ethnie qui a des problèmes. Non, les problèmes des Congolais doivent être réglés par les Congolais eux-mêmes. Et nous sommes assez sages pour le régler. Et ces problèmes ont été réglés à un moment donné.
Sauf qu'il y a un président à l'extérieur qui considère que parce qu'il a des liens ethniques, donc basés sur le tribalisme, j'irai même plus loin, sur le racisme, il veut étendre son pouvoir en République démocratique du Congo et utilise une partie de nos compatriotes. Et ça, en tant que Congolais, je ne peux pas être d'accord. C'est pour ça que je félicite tous ceux qui ne veulent pas respecter cet accord-là. Il ne faut pas... C'est l'accord de 2009. Si cet accord existe, hein, parce que moi je ne l'ai jamais vu. Hein. Vous avez dit tantôt que vous l'aviez lu, que vous n'étiez pas d'accord. Bien sûr, j'ai lu, tout le monde a lu ce qui est sorti dans la presse. Oui. Tout le monde voit ce qui sort dans la presse. Tout ce qui circule. Mais connaissant un tout petit peu ces milieux-là, je n'ai pas la garantie que ce document-là est véridique. Je n'ai pas la garantie. Qu'on me le prouve lorsqu'on me le prouvera. Lorsque ceux qui ont signé, la partie qu'on les diront oui, nous avons signé et nous sommes d'accord avec ça, je vais dire, ah bon, donc ce texte existe. Mon doute. Mais en 2009, vous avez occupé quelle fonction? Pardon? En 2009, vous occupez quelle fonction? J'étais directeur de cabinet adjoint à la présidente de la République. En charge des relations diplomatiques? Oui. Vous n'étiez pas au courant de... si vous savez comment les choses se passent en politique, vous ne me posez pas cette question-là. En politique, la politique étrangère, elle est définie par le gouvernement et le président de la République. C'est le gouvernement et le président de la République. C'est eux qui définissent et c'est eux qui font les choses. Le cabinet n'est pas toujours partie prenante. Il peut l'être. Tout à fait. Si le président le décide. Mais je répète encore une fois, j'ai un doute. Jusqu'au moment où je parle ici, j'ai un doute sur l'authenticité de cet accord. Et j'aimerais dire encore, si vous permettez, 30 secondes de plus. D'accord. Oui. Qui a battu le M23? Qui les a sortis de Nyunzu, C'était avant ou après l'accord? Réfléchissons un peu. Quand vous regardez les dates, le M23 a été battu après cet accord-là. OK? Donc le M23 ne peut pas venir revendiquer un accord qui n'a pas su défendre sur le terrain militaire. Cet accord n'existe pas, à mon avis. J'estime malheureusement que nous nous défendons assez mal. Okay? Voilà. D'accord. L'agresseur est connu, on met le flou sur l'agresseur, on cite d'autres agresseurs, on ne sait pas d'où ça vient. Je vais vous repasser la parole incessamment. Merci. Je donne la parole à votre voisin qui est en face. Alors, monsieur Basile Diatezoa, votre avis à ce sujet. Monsieur Jean-Pierre Kambila m'a corrigé quand j'ai repris le vocable du gouvernement qui qualifiait les terroristes du M23, les membres du M23 comme les terroristes, et en même temps le Rwanda qui nous agresse. Donc on a deux vocables, on a une compréhension qui apparemment qui ne diverge pas. C'est quoi la vraie compréhension? Est-ce qu'on doit considérer les M23 comme des terroristes comme le gouvernement le présente, ou ce sont des Rwandais qui nous agressent directement? Quelle est votre lecture? Bon, j'ai une approche qui est très différente de celle de mon frère et ami Jean-Pierre qui est en face de moi. Pourquoi? Parce que j'ai un autre regard. Je me suis intéressé à cette problématique des violences à l'Est depuis les années 80. Mais vous n'avez pas répondu à ma question directement d'abord. Justement, je voudrais dire que j'ai une autre approche. C'est-à-dire je ne considère pas le M23 comme un mouvement terroriste dans le concept du droit international. D'ailleurs, ce concept du terrorisme non, lui ne dit plutôt pas il ne dit pas que ce sont des terroristes. Non, c'est un mouvement terroriste. Non, lui parle d'une agression. C'est une agression qui... Mais justement, j'ai bien dit qu'il a une approche qui est différente de la mienne. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une bulle qui a connu de multiplication et qui explose. Hein? Donc, on n'arrive pas à identifier les vraies causes de tous ces bulles. Parce que notre échange ici, c'est arriver
à donner des pistes de solutions pour une paix viable et durable. Oui. Mais pour avoir cette paix viable et durable, il faut d'abord comprendre la problématique. Si on ne comprend pas la problématique, on est dans l'erreur. Alors, moi, mon approche est que il ne faut pas commencer à analyser la problématique à la prise du pouvoir de M. Kagame, parce que la majorité des Congolais, c'est ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils partent de l'arrivée du pouvoir de Kagame, la FDL, ainsi de suite, et puis avec toute la dialectique de part et d'autre, c'est-à-dire la dialectique congolaise et la dialectique rwandaise, on arrive à se limiter à cette période-là. Or, moi, je suis parti justement de la période coloniale, ou même précoloniale, pour comprendre la situation dans les Grands Lacs. Et je sais que s'il y a eu des conséquences au niveau de notre pays dans toutes ces crises de la région des Grands Lacs, il ne faut pas oublier, est-ce que à l'interne, dans notre pays, on commence dès l'indépendance, la Deuxième République, est-ce que nous avons bien géré les problèmes des communautés à l'est du pays et plus particulièrement au nord Kivu, au sud Kivu? Parce que si on se limite à l'arrivée de Kagame au pouvoir, on fausse toute la réflexion. Je crois qu'il faut partir de l'histoire. On peut peut-être partir du 30 juin 1960 pour comprendre un peu l'état mental sur le plan politique de nos dirigeants, mais je n'approuve pas cette approche-là. Pourquoi? Parce que ce sont des conflits qui ont commencé au niveau local. On n'a jamais trouvé de solution. Depuis l'indépendance, aucun gouvernement n'a apporté une politique d'intégration de toutes les communautés. On parle de plus de 400... Non, il n'est nullement question d'agression. C'est ce que vous voulez dire à nos publics qui suivent. Enfin, agression, ça c'est, disons, un narratif politique et diplomatique. Hein. Il y a deux États qui s'affrontent, chacun a son narratif. Mais moi, j'ai une autre approche du problème. S'ils sont arrivés à s'affronter militairement, mais il faut comprendre pourquoi arriver à cette situation. Vous comprenez? Prenez par exemple le cas, mon frère et ami a parlé, c'est un exemple que je donne, hein. On a parlé ici de Bisengimana. Hein. C'est comme si on essaie d'analyser le narratif actuel, il y a toute une stratégie des Tutsis pour contrôler le Congo, la région des Grands Lacs, ainsi de suite. Et on a souvent l'habitude de citer souvent eux qui messieurs, prennent les armes, justement, mais ils ont pris les armes quand? Ils ont pris les armes quand et pourquoi? Voilà, justement, il faut se poser des questions. Pourquoi cette minorité a pris les armes? Il y a une cause. On a parlé de Bisengimana tantôt. Mais qui est Bisengimana? Bisengimana fut un jeune étudiant réfugié de 59. Il est venu au Congo, il s'est inscrit comme étudiant. Rwandais, justement, pas congolais, pas rwandais. Il est réfugié politique, c'est connu. Il a fait ses études, première promotion polytechnique et ingénieur à Lovanium, 102. Il est recruté dans un bureau d'études italien qui s'occupait du site Inga, parce que le projet Inga date de la colonisation. Il a travaillé dans ce site-là, dans ce bureau d'études, avant que Mobutu n'arrive au pouvoir. Et quand Mobutu arrive au pouvoir, il demande à ses jeunes collaborateurs qui peut s'occuper du projet Inga, parce qu'il voulait relancer ce projet. Ces jeunes qui étaient autour de lui, il dit non, patron, il y a un jeune Rwandais réfugié qui travaille dans le bureau d'études qui s'occupe de ce site-là. Lui, il a ses compétences parce que c'est un ingénieur et puis ça fait au moins plus de 2 ans qu'il travaille là. C'est Mobutu qui a pris l'initiative qu'on aille le chercher pour s'occuper du projet Inga à la présidence. Il n'a pas infiltré la présidence. C'est Mobutu qui lui a demandé ses services pour s'occuper de ce dossier. Et avec le temps, il a eu la confiance du président Mobutu qui a fait de lui son directeur de cabinet. Mais il y a toute une mythologie autour de M. Bisengimana. Et puis ce qu'il raconte... Ça, c'est un petit exemple. C'est-à-dire qu'il y a trop de mythes dans cette problématique Tutsi au Congo. Trop de mythes. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'il faut partir de la colonisation. Hein? J'ai dit, il faut faire attention, parce que
ne galvaudons pas la problématique. C'est devenu une pesanteur anthropologique. Il y a des Congolais qui sont convaincus, des Burundais, des Rwandais qui sont convaincus qu'il y a une stratégie hamite pour conquérir toute l'Afrique centrale. Ils sont partis des théories avancées dans certains milieux catholiques connus, dont Monseigneur Julien Borju et le père Lepage, qui ont fait des publications là-dessus. Des Africains ont pris évidemment ces réflexions pour en faire leur doctrine politique, ainsi de suite. S'il y a des violences jusqu'en Ituri, parce qu'on prend les Tutsis du Burundi, du Rwanda, et des Hema de l'Ituri, on les accuse de vouloir créer un empire en Afrique centrale, un empire hamitique. Mais est-ce que c'est là il faut? Bien sûr, ce sont des mythologies. Écoutez, ça sont des mythologies. Il n'y a pas un fondement intellectuel pour confirmer cela, si ce n'est que les approches des milieux catholiques coloniales qui ont racialisé la différence entre Hutu et Tutsi. L'ancien patron de sécurité du maréchal Mobutu, Honoré Rwanda, il a aussi dans plusieurs de ses vidéos qui sont devenues virales, donné le schéma précis de cette volonté-là, de cette communauté à pouvoir occuper justement l'Est de la RDC. Mais qu'est-ce que j'ai... Un homme renseigné, vous savez, pendant plusieurs années, il a été patron de la sécurité. Oui, justement, Ngwanda était proche du président Mobutu. Et comme c'est le pouvoir de Kigali qui a facilité la chute de Mobutu, les milieux français qui étaient contre le nouveau pouvoir à Kigali, ils ont eu à manipuler différents réseaux congolais, dont les Ngwanda, les journalistes, ainsi de suite, pour leur filer des fausses informations, les manipuler, jusqu'à arriver à de telles théories. Et les personnes comme Onana, c'est la suite de tout ça. Quand vous lisez les publications de Onana, on voit bien que il y a tous ces livres d'Onana préfacé par un ancien ministre. Oui, mais un ancien ministre français. Oui, mais si vous connaissez, justement, si vous connaissez la vie politique française, Charles Millon est dans la droite catholique, donc on peut dire l'extrême droite cachée, la catholique, tout ça là, et toutes ces idéologies racistes, ça vient justement dans ces milieux-là. On connaît tout ça là. Pour vous, la question de la sécurité, c'est une question essentiellement de conflit ethnique. Mais je vous dis que il faut partir de la colonisation pour comprendre, par exemple, le génocide de 59 au Rwanda. Tout comme au Burundi, il y a eu génocide aussi. Parce qu'au Burundi, les victimes, c'était les Hutus. La minorité Tutsi a su contenir la poussée politique des Hutus. Il y a eu génocide contre les Hutus. Mais au Rwanda, c'était le génocide contre les Tutsis. À partir justement des idéologies accouchées par ces milieux catholiques connus. Les publications sont là. Et jusqu'aujourd'hui, cet environnement des extrémistes Hutus de la région des Grands Lacs, ils ensémencent toute la région. Donc l'idéologie est devenue presque comme si c'est une théorie qu'on peut vérifier alors que ce sont des mythologies. D'accord. Bon, je vais vous passer la parole pour vous donner vos propositions de sortie de la crise. Je donne la parole à votre co-débatteur, M. Jean-Pierre Kambila. Il est totalement opposé à votre argumentaire de tout à l'heure. Oui, je comprends très bien. Mais si Basile me permet, je vais commencer par une petite parenthèse philosophique. La notion du mythe. Le mythe n'est pas que mythique. Le mythe est bien souvent le fondement de la réalité. Oui. Aujourd'hui, vous avez dans le monde entier, je crois que c'est le tiers du monde qui croit en Jésus-Christ. Mais la science, vous avez toute une partie de la science, vous avez des anthropologues,
des grands spécialistes de l'histoire qui doutent de l'existence même de Jésus-Christ. Est-ce que le phénomène christianisme né de ce mythe-là, soi-disant mythe, parce que moi je suis croyant et je ne crois pas que c'est un mythe, n'existe pas? Est-ce que les églises chrétiennes n'existent pas? Les églises chrétiennes ne sont-elles pas une réalité? Je ferme la parenthèse philosophique, qui a eu pour but, enfin, avant de la fermer, j'ai dit, cette parenthèse, elle a seulement pour but de se méfier des concepts. Parce que quand on dit mythe, celui qui écoute, il dit ah, mythe, mythologie, donc locuta, pour simplifier dans notre propre langue. Non, mythe, c'est pas locuta. Parce que le mythe est bien souvent à l'origine des réalités qui sont là, qui sont devenues incontestables. Voyez-vous? Maintenant, ça c'est un. Deuxième parenthèse, maintenant qui est purement historique. Personne qui a un tant soit peu étudié peut nier que la confrontation entre les populations venant de l'Éthiopie, d'origine sémitique ou sémite. Oui, on peut les appeler comme ça. Moi, je n'ose pas qualifier parce que je ne sais pas très bien ce que tout ça veut dire. Et les Bantous, ça a existé. C'est comme nous, les Bantous, nous sommes venus ici, nous avons occupé un territoire qui n'était pas le nôtre. Nous avons dominé les toits, ce qu'on appelle les Pygmées. Toute la forêt équatoriale, c'est eux. C'est eux qui étaient là. Mais n'empêche que la réalité d'aujourd'hui, c'est que ce territoire est occupé à pratiquement 90% par les Bantous. Et c'est nous qui faisons la réalité. La réalité, pour revenir à la notion du mythe, est que les églises chrétiennes existent, elles constituent une force politique et sociologique incontestable. Pourquoi je reviens à ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça soit le fait là, ce fait historique, soit issu d'un mythe qui dit ceux-là sont venus d'ici et ils sont différents de nous. Qu'à un moment donné, ça a été comme ça. Je ne discute pas là-dessus. Sauf que le temps historique a fait que c'est devenu un antagonisme. Comme Basile comme moi, nous avons vécu en Belgique, on a vécu ici, on a des amis Bashi, on a des amis d'autres Hutus. Tous ces amis nous ont raconté l'histoire de la région là-bas. Nous la connaissons. Avant les Blancs, il y avait déjà des rivalités entre les Bashi et les Tutsis. Je dis bien, et les Tutsis. Il y avait déjà des rivalités. Il y avait des rivalités. Pardon? C'est quelles années déjà il y y avait ces rivalités? Oh bon, écoutez, depuis le siècle. C'est des choses ça ne date pas d'aujourd'hui, justement. Il y avait des combats, des rivalités entre les Hutus et les Bashi et les Tutsis. On a tout vu là-bas. Comme on a tout vu partout, même ici au Congo central. Si on veut rentrer dans l'histoire, on verra des contradictions entre différentes couches sociales, différents groupes ethniques. Ça, c'est acceptable. Mais l'histoire, elle évolue. Il arrive à un moment donné où l'histoire se cristallise, où les faits historiques se cristallisent sur des événements précis. L'affaire des Rwandais au Congo se cristallise notamment à partir de l'indépendance. Lorsque nos pays arrivent à l'indépendance, commence à se poser la question des populations rwandaises, Tutsi-Rwandais, Hutu-Rwandais, qui s'opposent là-bas entre Hutu et Tutsi. Et à partir de ce moment-là, nous commençons à le subir aussi chez nous. Parce que chez nous aussi, nous avions des populations Tutsi et des populations Hutu. Congolaises. Bien sûr, mais on ne peut pas y échapper. Les régions s'influencent. Vous ne vivez pas avec des rideaux, des murs, comme j'entends prononcer. Non, ça s'influence. Et à partir de là, les affaires se cristallisent. C'est à partir de ce moment-là que
notre vision du vieux Barthélemy, Bissengimana, enfin je l'appelle vieux parce que moi je l'ai connu comme ça en tant qu'Inois, hein, change. On ne le voit plus de la même manière. Peu importe qu'il ait été travailler chez M. Petrazini, je ne sais pas si je me rappelle encore très bien du nom, peu importe tout ça. Ça se cristallise parce que nous le percevons comme étant celui qui appartient à un groupe qui veut nous envahir parce qu'ils estiment que là-bas, ils n'ont pas assez de place. Bien que certains ici existent chez nous. Oui, c'est comme ça que l'affaire se cristallise dans nos cerveaux à nous. C'est comme ça que nous voyons le problème. Et c'est comme ça aussi que eux voient les problèmes. Parce que eux, à partir de ce moment-là, Hutu, Tutsi et tout ce qu'on veut n'existe plus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir de l'espace. Ils veulent vivre, ils veulent s'intégrer ici, ils veulent venir. C'est la volonté de Kagame, prendre plus d'espace. Non, Kagame viendra après. Je crois que Basile l'a dit très clairement. Kagame viendra après rentrer dans l'histoire. Kagame, c'est comme Kabila. Moi, je suis né à un moment donné, je rentre dans la politique à un moment donné. Je vais vous repasser la parole. Tout ne doit pas être fixé sur moi. Je pense que il faut qu'on explique l'histoire. Mais il ne faut pas que on arrive à rendre tout mythologique. C'est-à-dire à laisser tout dans la mythologie. Non, les choses se sont cristallisées et dans cette cristallisation, aujourd'hui, nous avons un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo, qui est le nôtre, et nous ne voulons pas être sous la domination de Kagame, qui vient avec une idéologie de domination. De domination. Bon. Alors, je crois que vous avez compris son explication. Comment résoudre ce problème? Je voudrais faire une petite remarque sur ce concept de mythe. Il a bien dit que ça part d'une vérité historique qui est là. Mais la vérité historique, justement, c'est les contradictions de la période précoloniale. C'est-à-dire que quand ces ethnologues européens, allemands, tout ça sont arrivés la première fois en Afrique, les curés, tout ça là, ils ont racialisé dans leur théorie, en fonction de théories qui dominaient en Europe à ce moment-là, ils ont racialisé la différence entre Hutu et Tutsi pour expliquer comment une minorité Tutsi avait la noblesse, donc dominait politiquement et économiquement la majorité Hutu. Eux, au lieu de partir des réalités socio-économiques, parce que quand vous prenez l'approche marxiste, vous pouvez comprendre pourquoi il y a eu domination de cette minorité par rapport à la majorité. Mais eux, ils sont partis d'une approche qui leur appartient là, à ce moment-là en Europe, pour montrer que les Tutsis appartiennent à une race différente des Hutus. Et c'est de là que je dis, j'accepte que c'est parti de cette réalité, mais c'est une réalité qui était déjà faussée au départ par ces ethnologues et ces milieux catholiques. Et c'est devenu, à partir donc de ces préjugés, c'est devenu une mythologie. Et comme vous avez expliqué, ça devient une réalité qui n'est pas une vérité, mais une réalité sociopolitique que nous subissons jusqu'à aujourd'hui. Mais si maintenant nous voulons résoudre ce problème-là maintenant, dans la thématique de notre réflexion, vous savez, Léopold II a rassemblé sur son territoire, à la conférence de Berlin, différents groupes culturels qui se trouvaient dans le bassin Congo. Il y a ces groupes... À la table ronde Non, à la conférence de Berlin. Il y avait des groupes qui s'écorchaient, qui s'entretuaient. Mais on les a mis ensemble, sans leur volonté. Et aujourd'hui, nous sommes fiers que nous appartenons à une nation congolaise. Mais qui nous a rassemblés sur ce territoire? Ce n'est pas notre volonté. C'est la volonté, justement, de ces Européens qui voulaient exploiter ce territoire. Ils ont mis toutes ces composantes culturelles dans un même territoire. N'est-ce pas? Et ils ont mis un ordre politique. Cet ordre politique a amené la stabilité, la paix, la création de richesses, ainsi de suite. Moi, c'est ce que je demande à nos compatriotes aujourd'hui. Il y a une réalité historique qui est là, une évidence historique qui est là. La nier, c'est faire preuve de médiocrité. Nous sommes dans un territoire où il y a différentes composantes culturelles. Moi, quand j'étais encore à l'école primaire, à l'époque coloniale, on m'apprenait que
le Congo est habité par des Bantous, des Soudanais, des Pygmées et des Nilotiques. Bon, c'était résumé comme ça. Et je crois que si nous partons de cette vérité historique, on nous a tous mis dans ce même territoire, on appartient à cet État indépendant du Congo. Si aujourd'hui nous voulons construire une nation, la moindre des choses, c'est de s'accepter mutuellement. Et si nous voulons trouver la solution à cette crise à l'Est, nous devons changer de paradigme. La nation, c'est un construit artificiel. Ce n'est pas un acquis naturel. Nous avons... Il y a des Congolais qui acceptent qu'il y a des Hutus, des Tutsis, des Touas qui sont dans ce territoire congolais. Mais il y a aussi ceux qui refusent cette évidence-là. Qui disent non, il n'y a pas de Tutsis au Congo. Il n'y a même pas de Hutus au Congo. Tout ce qui est Munyarwanda doit rentrer au Rwanda. Et c'est là que la problématique, les contradictions s'aggravent à l'Est du pays. Toutes ces violences-là, ce sont les conséquences, justement, de ce paradigme qui est parti dès l'indépendance pour dire que le Munyarwanda, il n'est pas congolais, il est rwandais. Il doit rentrer au Rwanda. Tout ça pour des intérêts politiques locaux. Et les contradictions se sont aggravées. C'est la cause du problème. Mais oui. Mais non, mais il faut vivre la réalité sociologique à l'Est. Il y a de ces communautés, il y a de ces groupes. Quand on parle aujourd'hui des Ouazalais... Comment arrive-t-on à l'affrontement entre États? Si c'est une question entre refus communautaire, comment les États sont arrivés à vous savez, le Congolais n'était pas un sujet politique pendant la colonisation. Il était un sujet belge. Je ne dirais pas esclave, mais sujet belge, sans droit politique. Il devient un sujet politique le 30 juin 1960. Et vous savez, un être humain, quand il découvre le démon du pouvoir, s'il n'est pas bien cadré institutionnellement, s'il n'a pas été bien éduqué, bien élevé, ainsi de suite, c'est tous les contradictions humaines qui vont ressurgir et vont, disons, investir tout son comportement politique. Donc c'est le cas que nous avons connu dès l'indépendance. Les gens qui se battaient pour les pouvoirs locaux, être bourgmestre ou député provincial, ainsi de suite, leur argument c'était celui-là, il n'est pas d'ici, il est du Rwanda. Parlons un peu de ces accords de 2009. Je ne sais pas si vous les avez déjà lus. Vous avez déjà lu ces accords? Mais j'y étais sur le terrain, puisque je suis allé sur le terrain pour comprendre. Cet accord existe. Tout ce qu'on le balance dans les réseaux sociaux, tout ça là, voilà encore la manipulation de l'irrationnel. Ce qui circule, c'est faux. Mais bien sûr que c'est faux. Mais non, c'est faux. Vous avez l'accord? Bien sûr. Mais si vous allez dans le site des institutions internationales, par exemple l'ONU, ou différentes, ou bien l'Union africaine, tout ça là, vous pouvez avoir cet accord. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de ce que disait cet accord-là? Mais écoutez, d'abord, cet accord du 23 mars 2009 part d'abord de l'arrestation du général Nkunda. Ouais, parce qu'il faut vivre. Moi, j'ai vécu ça. J'étais sur le terrain pour comprendre la réalité. Hein? Vous savez que l'ordre politique issu des élections de 2006, ça a été l'œuvre de Louis Michel. Et Louis Michel, qui a tout fait pour protéger l'ordre politique qu'il avait mis en place. Mais il s'est fait que quand il devait quitter la Commission européenne, la seule force politico-militaire à cette époque-là, je n'entre pas dans ce recul historique pour expliquer comment on a créé le CNDP. Non, mais je vous donne seulement un petit résumé. La seule force politique à cette époque capable de déstabiliser l'ordre qu'il avait mis en place au Congo, c'était le CNDP. Et il a négocié la tête de Nkunda pour que Nkunda soit neutralisé auprès de l'État rwandais. C'est l'État rwandais qui avait neutralisé Nkunda. Ce n'est pas l'armée congolaise. C'est le Kigali qui a envoyé des militaires pour arrêter Nkunda. Et le général Nkunda a neutralisé. Les soldats du CNDP
était prise en charge par une autre équipe politique. C'est cette équipe politique qui a signé cet accord du 23 mars 2009. Jusque-là, vous comprenez. Et dans cet accord, il y avait des griefs qui étaient fondés du CNDP. Donc, ils ont négocié ces griefs, dont, par exemple, le retour de tous les réfugiés Banyarwanda qui sont en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie. C'est ce que vous appelez les griefs fondés. Alors, bon, c'est ça. C'est un des griefs fondés. Un des griefs fondés. Ah, mais oui. Mais moi, j'ai visité les camps de réfugiés. Ce sont des réfugiés congolais qui existent. Plus de 30 ans, qui vivent là. S'ils ont repris les armes en 2021, c'est parce que ces accords n'étaient pas respectés. Ils n'ont jamais été respectés par le gouvernement congolais. Mais avant, je vous donne un exemple, avant 2021, il y a eu par exemple, pour l'application de cet accord, des réfugiés Banyarwanda du Sud Kivu qui étaient au Burundi, qui devaient rentrer pour l'application de cet accord-là. Arrivés à la frontière à Uvira, il y a eu des manifestations des extrémistes à Uvira pour empêcher le retour de ce réfugié. L'armée nationale n'a pas su imposer le retour de ces réfugiés. Et tout ça, ça a découragé ceux qui avaient signé cet accord. Merci. Et qui ont demandé le retour des réfugiés. Merci beaucoup, Monsieur Basile Diatezoa. Monsieur Jean-Pierre Kambila, est-ce que vous partagez cette hypothèse que c'est un problème d'abord communautaire, des accords signés pour que tous ces réfugiés Banyarwanda qui sont dans plusieurs régions des États de l'Est puissent revenir au Congo? Est-ce que vous partagez cet avis-là? Non, moi j'ai un avis différent de celui de mon frère Basile. Oui. Dès le début, vous avez senti, vous avez compris cette différence. Okay? Je ne nie absolument pas qu'en République démocratique du Congo, il y avait des Tutsis avant, pendant l'époque coloniale. J'ai dit avant et pendant l'époque coloniale. Je ne nie pas ce fait-là. Je ne nie pas le fait qu'il y avait des problèmes entre les ethnies bantoues et les Tutsis sur le sol congolais, avant, pendant et après la colonisation. Ça existe. Ok? Maintenant, en quoi se sont cristallisés ces problèmes-là? Maintenant, nous avons eu Sun City. Sun City apparaîtra, ou peut-être pas, hein, dans l'histoire comme étant une tentative de mettre tous ceux qui ne s'entendaient pas sur la manière de gérer le Congo. Et là-dedans, il y avait plusieurs catégories de contradictions. Contradictions purement politiques, contradictions ethniques, etc. Les Tutsis étaient partie prenante. On s'est mis d'accord à Sun City sur la manière de gérer le Congo. La constitution que nous avons à l'heure actuelle, elle est issue de Sun City. On aurait pu penser que le problème est réglé. Le problème n'a pas été réglé pour autant. La preuve, c'est que Kundabatware s'est réveillé pour réattaquer le Congo. Mais avec qui et suivant quelle démarche? Et quels sont les éléments historiques proches qui peuvent nous aider à voir si les choses ont changé ou pas? Dès lors que le FPR a pris le pouvoir au Rwanda, l'analyse du Rwandais par rapport à son voisin, la RDC, a évolué par la bouche du président Pasteur Bazimungu, lorsqu'il a remis en cause les frontières de la conférence de Berlin, en disant le Rwanda allait jusque là-bas, à 300 km d'ici, c'est notre territoire. C'est le territoire de qui? Il n'a pas dit c'est le territoire de Hutu, le territoire de Tutsi, c'est le territoire du Rwanda. À ce moment-là, le conflit n'est plus un conflit d'ethnie, ce n'est plus un conflit entre Tutsi, Hutu, non. À ce moment-là, le conflit, c'est entre deux États. C'est ce que j'appelle, c'est sur le point sur lequel j'étais en disant, les choses se sont cristallisées par l'histoire autrement.
Nous avons un État qui s'appelle la RDC. Que cet État ait commencé avec un étranger, peu importe. Sur la base de cet État, construit par un roi étranger, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Joseph Iléo et d'autres personnes, ils ont voulu construire une nation. Et nous avons suivi, nos parents ont suivi. Cette nation existe. Mobutu est venu, il a voulu consolider cette nation. Il a fait beaucoup de mal, mais je ne reviens pas là-dessus. Ce qui compte pour moi, c'est que Mobutu a travaillé pour constituer la nation congolaise. Et cette nation, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui sont passés au pouvoir ici dans ce pays, personne n'a remis véritablement en cause cette nation-là. Et c'est cette nation-là que moi, aujourd'hui, je viens défendre ici. Tout ce qui touche, tout ce qui va affaiblir cette nation, je m'y oppose. Alors, c'est pour ça que, je dis, dans la situation d'aujourd'hui, celui qui veut la destruction du Congo, il est à Kigali, il s'appelle Paul Kagame. Et il le dit ouvertement. Et dans son comportement, il se déclare propriétaire d'une partie du Congo. Parce qu'il vient, il prend ce qu'il veut. Il a des complices congolais. En une minute pour finir, M. Jean-Pierre Kambila. En une minute pour finir. Vous allez clore. Comment vous pensez que cette situation peut prendre fin définitivement, qui est la paix d'abord dans notre pays, la RDC, et qui est également la paix entre la RDC et tous ses États voisins? Par la force. La force. Oui. C'est peut-être un peu court, mais c'est l'organisation et la force. Tous les États du monde, il n'y a pas un État qui est État égale nation. Ça n'existe pas. Tous les États du monde ont des minorités, plus ou moins fortes. Tous les États du monde s'efforcent, en tout cas c'est la tendance actuelle depuis des siècles, de devenir une nation. Nous avons eu un État construit par un étranger. Nos leaders des années 60 ont voulu en faire une nation congolaise. Ils l'ont faite. Ceux qui sont venus après, ils ont voulu consolider cette nation-là. Et l'actuel, je n'ai vu aucune différence quant à cette volonté de créer la nation. La nation congolaise existe. Or, il y a quelqu'un qui vient, qui dit, je conteste cette nation-là, je veux prendre une partie du territoire de cette nation-là. Merci beaucoup. C'est là où je dis que il faut que les Congolais arrêtent de se tromper. Tant que nous n'aurons pas cette définition-là clairement en nous, que nous avons un État, que nous devons le défendre, merci beaucoup, que nous devons faire des sacrifices entre nous, je vais vous repasser pour nous comprendre, merci, et trouver le moyen de gagner la guerre contre celui qui veut casser cette nation-là. Merci beaucoup. Ça passera pas. Monsieur Jean-Pierre Kambila, merci beaucoup. Alors, on va terminer avec vous. Vous allez donc faire vos propositions. Quand on définit mal les concepts ou bien les pensées, on se trompe toujours dans les actes qu'on pose. Bizimungu, qui était un Hutu, faut pas oublier, n'a jamais dit qu'on veut récupérer une partie du territoire congolais. Il a expliqué la problématique à l'est du Congo. Il dit, mais écoutez, les Aïrois, parce qu'à ce moment c'était les Aïrois, il y a des Aïrois qui n'acceptent pas qu'il y a une population zaïroise d'expression Kinyarwanda. C'est la colonisation qui a tracé toutes ces frontières, sans notre volonté. Pour tous les pays africains, c'est comme ça. Vous trouvez les Banyarwanda au Zaïre de Mobutu, vous le trouvez en Ouganda, vous le trouvez en Tanzanie, tout ça. Même au Burundi. Mais nous demandons aux Aïrois d'accepter, au lieu de chasser ces populations rwandophones. Nous, au Rwanda, puisque eux, ils disent que voilà, ces gens-là ne sont pas des Aïrois, ils doivent rentrer dans leur pays, le Rwanda. Mais nous, au Rwanda, on ne peut pas les refuser. Ce sont nos frères historiques de sang, tout ça là. C'est la colonisation qui a tracé ces frontières. Si vous ne voulez plus de vos compatriotes rwandophones, qu'ils rentrent vous voulez qu'ils rentrent au Rwanda, d'accord, nous on ne peut pas les refuser, mais alors avec l'espace
que la colonisation a remis au Congo belge. Mais malheureusement, cette pensée, cette phrase a été transformée, galvaudée, ainsi de suite. Et quand, il n'y a pas longtemps, le président Kagame voulait expliquer, disons, cette situation au Bénin, cette situation coloniale, comment il y a des populations rwandophones au Congo, on dit, ah, voilà, le président Kagame veut prendre le territoire. Cela a été contredit. Mais écoutez, vous savez, vous savez, il y a d'abord le principe d'intangibilité des frontières reconnu en droit international, l'Union africaine, les Nations unies, ainsi de suite. Ça, c'est un acquis historique. À moins qu'il y ait un accord des peuples, qu'il y ait un référendum ou quoi, comme ça s'est fait au Soudan. Mais il y a ce principe à ne pas respecter. Ça, c'est un. 2. Les puissances occidentales qui ont l'expérience de guerre, de conquête, ainsi de suite, impériale, tout ça là, quand ils ont constaté que l'État congolais était l'État le plus faible de l'Afrique centrale et que certains pays de l'Afrique centrale peuvent être tentés, ça fait partie de l'histoire de l'humanité, hein, peuvent être tentés de prendre quelques morceaux, tout ça là, sans respecter la souveraineté de l'État congolais. Qu'est-ce que ces puissances ont imposé? Ils ont imposé l'accord d'Addis Abeba. Parce que les Congolais, il y a le professeur Ntumba Luaba qui est responsable du respect de l'application de ces accords d'Addis Abeba, hein, signé par tous les pays frontaliers au Congo. Mais cet accord, à moins d'être distrait, mais cet accord, c'était pour imposer à tous ces États voisins de respecter la souveraineté de l'État congolais des frontières. Donc déjà, avec cet accord qui est un sujet de droit international, les Congolais ne peuvent même pas inventer le concept de la balkanisation de leur pays. Parce que c'est devenu à la mode. Aujourd'hui, voilà, le Rwanda, l'Ouganda, tous ces pays de l'Afrique centrale veulent balkaniser le Congo pour récupérer des morceaux. C'est une fausse thèse, non? Bien sûr. Ça, ce sont des mythologies. Ce sont des mythologies. Hein? Notre grand défi aujourd'hui, puisque la thématique de notre émission aujourd'hui, il faut construire la paix. Comment arriver à la paix? Nous devons changer de paradigme d'abord. Accepter l'évidence historique. Il y a une population congolaise d'expression kinyarwanda. Si on accepte ça, oui. Comment la guerre se résout automatiquement là? Mais écoutez, je dis d'abord, mais quand vous armez des milices qui sont devenues aujourd'hui des patriotes, des Wazalendo, alors que ces milices-là, connues dans l'histoire du Congo, comme étant des groupes qui ne veulent pas des Tutsis au Congo. Il y a ces milices-là, pour eux, leur objectif, c'est éradiquer l'épuration ethnique. Il n'y a pas de Tutsis au Congo. Mais vous allez les armer. Donc vous encouragez le génocide. Vous comprenez? Donc ce que je dis, il faut changer de paradigme. Nous devons d'abord accepter qu'il y a une population congolaise d'expression kinyarwanda, Hutu et Tutsi. Point barre. Ensuite, voir au niveau local comment harmoniser la cohabitation de ces différentes composantes nationales. Évidemment, ici... Avec tous ces morts qu'il y a, on parle de 10 millions de morts. Vous pensez oui, que mais les Congolais peuvent les statistiques macabres, là, accepter facilement que ces gens-là... Les statistiques macabres, ça sont des manipulations politiques. Hein, on a démontré scientifiquement que ce rapport-là, c'était un rapport bidon. Ce rapport des millions de morts, tout ça là. Ça a été fait à dessein. Par qui? Voilà, justement. Ça a été fait à dessein. Mais puisqu'il y a ceux qui voulaient avoir la même mise sur la transition au Congo, pour avoir le tutorat de piloter la transition. Et il fallait démontrer à la face du monde que ce pays-là, le Congo, traverse la période, la catastrophe humanitaire la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est l'ONG Rescue, qui est une ONG américaine, qui est à la base de ces statistiques macabres. Il a commencé par 3 millions, et puis après on a commencé à multiplier tout ça là. Des scientifiques démographes ont contesté les données de cette ONG américaine. Il y avait des objectifs politiques. Il fallait contrôler le Congo et en faire, disons, un tutorat, et voilà, c'est tout. Hein? Mais je crois que, comme je dis, si nous voulons la paix à l'Est,
Donc si on accepte cet outil-là, Kagame arrête de nous faire la guerre. Pardon? Si on accepte cet outil-là comme des Congolais, non, Kagame arrête de nous faire la guerre. Non. Kagame, c'est un État qui a ses griefs. Il a ses griefs sécuritaires. On le connaît. Hein? C'est ce dossier de FDLR. C'est connu. Bon, maintenant, c'est les deux États qui vont discuter sur ce problème des FDLR ou si le Congo a des griefs vis-à-vis de l'État rwandais. Ce sont deux États. Mais nous, entre nous, Congolais, c'est d'abord que on change de paradigme. Je vous dis, il y a des Congolais qui sont convaincus qu'un Tutsi congolais, ça n'existe pas. Le cas de mon frère... Totalement faux. C'est totalement faux, selon vous. Mais bien sûr. Mon frère vient de dire que lui, il reconnaît qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais. Comme moi, Basile, oui. comme moi. Qu'est-ce qui a été fait à Sun City? Mais Sun City n'a pas résolu ce problème. Ah, justement, vous avez parlé de Sun City. À Sun City, le RCD, je vous donne l'historique de Sun City. Le RCD avec Robert Roy, oui, quand ils sont arrivés à Sun City, qui était piloté par Louis Michel, dans les griefs, le NCD voulait mettre les griefs sur la table de négociation à Sun City. Ils ont mis? Louis Michel lui a dit ceci, écoutez. Terminez, s'il vous plaît. Louis Michel leur a dit, écoutez, ce problème, vous allez le résoudre quand vous allez commencer la transition. D'ailleurs, vous, Rouberoy, vous serez un des vice-présidents. L'affaire n'était pas réglée à Sun City. Rouberoy a accepté. Ils sont arrivés à Kinshasa. Quelques mois après, il y a eu des massacres à Gatumba. On a des Maïmaï, des soldats du FRDC ont traversé la frontière à Uvira pour aller tuer des réfugiés Banyarwanda qui étaient à Gatumba, à quelques kilomètres d'Uvira. Rouberoy, vice-président, est allé aux obsèques de ses compatriotes massacrés dans le camp de réfugiés. Après les funérailles, il a fait un discours, un speech pour dire que voilà un exemple que malgré on a eu Sun City, on voit bien que ce problème ne sera jamais résolu dans notre pays. Je me retire de la transition. Rouberoy a quitté Gatumba, il est rentré à Goma pour poursuivre la rébellion. Lui, Michel l'a appelé pour lui dire, tu dois rentrer d'urgence à Kinshasa, sinon moi, je vais balancer tous les bévues du RNCD à la Cour pénale internationale. Et vous, Rouberoy, vous étiez président du RCD, vous avez des comptes à rendre. Rouberoy a quitté Goma à l'insu d'Nkunda qui était chef d'état-major du RCD Goma. Rouberoy a quitté Goma à l'insu de tout le monde. Il est rentré à Kinshasa. C'est ainsi que les Nkunda et les autres étaient très fâchés. Ils ont créé le CNDP pour continuer la lutte. Parce qu'il faut comprendre, il faut connaître cette histoire-là aussi. Merci beaucoup. Cette émission est carrément... C'est une vérité historique. L'histoire, je la connais autant que toi, Basile. Sauf que nous n'avons pas les mêmes opinions. Je conteste le fait de dire que les Congolais ne reconnaissent pas... Non, je n'ai pas dit tous les Congolais. Non. Moi, je suis Congolais, non? J'ai pas dit tout. Vous êtes Congolais? J'ai pas dit voilà. Donc, vous dites les Congolais. Quand vous dites non, des Congolais, oui. Mais quand vous dites les Congolais, c'est comme si c'est tous les Congolais. Écoutez, moi je suis Congolais. Oui, c'est ça. Moi je suis Congolais Moulouba. Oui. Il y a des Louba, il y a des Congolais ici qui disent ouvertement dans les rues, on n'aime pas les Balouba. Oui. Alors, qu'est-ce que ça Tu dis bien des Congolais, pas les Congolais. Bien sûr. Non, tu as dit bien. Tu as dit les Congolais. Il y a des Congolais qui n'aiment pas les Bakongo, qui n'aiment pas les Mango, qui n'aiment pas les Balouba, qui n'aiment pas les Tutsis. Oui, c'est ça. Ça existera, oui, ça. N'empêche que les leaders de ces groupes-là leur faire l'effort d'intégration, de vouloir que nous tous nous intégrons la nation congolaise. Et c'est le devoir de qui? Mais nous tous. D'abord de l'État congolais. Mais bien évidemment. Justement, d'abord c'est l'État congolais. Si l'État congolais est incapable, s'il vous plaît, laissez-les poursuivre. Non mais, bien évidemment, c'est le devoir de l'État congolais. Mais moi, je ne tomberai jamais dans la naïveté de croire en l'idéologie que veut propager Kagame aujourd'hui. J'ai été plusieurs fois au Rwanda. Je l'ai déjà dit devant ce micro. Je sais aussi ce qui se passe au Rwanda. J'ai été dans les camps de réfugiés congolais au Rwanda avec le HCR.
le nombre qui est donné là, il est faux. Parce que on parle de 100 millions. Qui a donné ce nombre? Kagame. C'est pas le HR? Non. Ah bah, mais il faut se fier aux statistiques de HR ou bien de Kagame. Le HR n'a jamais prononcé le mais il faut que le HR prenne ses responsabilités. Non, attendez, de 100 000. Attendez, allons-y calmement. Oui. Ne nous énervons pas, ça ne sert à rien. Non, ce n'est pas. Quand Kagame cite le chiffre de 100 000 Congolais réfugiés chez lui, pour nous, c'est une information. Donc, vous devez vous attendre à recevoir 100 000 personnes. J'ai été au Rwanda avec les chefs coutumiers de différents villages pour qu'on aille dans les camps, pour qu'on règle enfin cette affaire-là. On est parti dans les villages. Les chefs coutumiers ont identifié les gens de très bonne foi. On leur a dit, oh, mais vous faites quoi ici? Pourquoi vous avez quitté? Les chefs coutumiers congolais, ils ont identifié les gens là-bas. Il était où le problème? C'est les Rwandais qui ne voulaient pas de cette identification. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Ils ne veulent pas ça. On vous dit qu'il y a 100 000 personnes, vous devez recevoir les 100 000 personnes. Mais nous, Congolais, nous ne sommes pas aussi bêtes pour oublier qu'il y a dans cette affaire aussi une volonté politique de Kagame de nous donner le max, de mettre sur notre territoire le maximum de gens parce qu'il y a un plan. C'est pour ça que je parlais de cristallisation tout à l'heure. Les histoires se sont cristallisées. Au Rwanda, maintenant, il existe une idéologie claire qui veut prendre une partie de notre pays. Au Congo, en RDC, il existe une idéologie qui est aussi claire, qui veut que nous ne voulons pas laisser partir un seul centimètre carré de notre territoire. Voilà là où nous ne nous entendons pas. D'accord. Okay? Merci beaucoup. Et pour ça, la seule façon pour nous de défendre ça, c'est d'être organisé, c'est d'avoir une armée forte. Et c'est surtout de comprendre que nous sommes aujourd'hui dans une guerre totale avec le Rwanda. Merci beaucoup. La guerre, pardon, c'est très important ce que je veux dire à l'égard de ce que je considère comme étant mon devoir vis-à-vis de ma compatriote. Si nous continuons avec le désordre à Kinshasa, le désordre que nous voyons là, les saletés partout, le désordre que nous entendons dans les radios, il y a eu des tournements ici et là, nous donnons une très mauvaise image de nous à l'international. Nous montrons que nous sommes incapables de tenir notre pays, de l'organiser, de l'arranger et d'en faire une force. Et là, c'est comme ça que le Rwanda va venir prendre une partie de notre pays. Parce que le monde entier verra qu'ils sont mieux organisés que nous, ils sont mieux à même à diriger que nous. Alors qu'au fond, ce n'est pas vrai. C'est seulement une question de distraction. Il faut que les autorités actuelles, notamment, fassent tout pour mettre de l'ordre au Congo. D'accord. Quand nous aurons de l'ordre, nous verrons que nos soldats seront plus forts. Quand nous aurons de l'ordre, aussi chez vous, la presse, quand vous aurez convaincu les Congolais qui sont des hommes comme les autres, qui ne sont pas des sous-hommes, qui ont l'intelligence. La presse qui n'est pas soutenue qui est attaquée, on arrête les journalistes. Nous sommes dans une situation où nous avons aussi des réserves. Ce sont là nos problèmes certains que nous devons régler. Je ne les nie pas. Nous devons les régler. Ce pays doit enfin donner une image d'unité et de sérieux, volonté d'aller de l'avant. Le temps. Et Kagame arrêtera avec son projet là de venir nous voler une partie de notre territoire. D'accord. La télévision, c'est le temps. L'émission est complètement terminée. Apparemment, on n'a pas fini tous les sujets. On n'a pas fini. On n'a pas fini. On a fini puisqu'on est là pour comment arriver à la paix. Vous avez donné quelques propositions. Mais bien sûr, mais j'ai commencé à donner quelques propositions. J'ai commencé d'abord par changer de paradigme. D'accord. Hein? C'est que bon... On vous a certainement suivi. Oui. C'est pas la dernière fois. Oui. Peut-être que Dieu aidant, on pourra faire on peut prolonger, cette émission la semaine prochaine. On peut faire le même casting. Mesdames et messieurs,